Je suis Nathan Carter, 35 ans, et mes propres parents m'ont dit que mon fils de 7 ans n'était pas assez bien pour leur fête de Noël, tout en accueillant mon ex-femme et son nouvel amant à bras ouverts. Avant de vous raconter comment j'ai découvert un secret qu'ils avaient enterré pendant 20 ans et repris tout ce qu'ils ont essayé de détruire, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. C'est toujours bon de savoir qui écoute. Tout a commencé lors de ce qui aurait dû être une soirée de décembre parfaite. L'air à Atlanta était vif, portant ce parfum festif de pain et d'ambition froide qui s'installe sur la ville pendant les vacances. J'ai garé ma modeste berline devant la maison de mes parents, une vaste demeure coloniale en briques à Buckhead qui ressemblait toujours plus à un siège social qu'à une maison familiale. Chaque fenêtre brillait d'une lumière chaude et dorée, conçue par des professionnels pour avoir l'air accueillante. Une couronne surdimensionnée parfaite, ornée de rubans de velours et de boules scintillantes, était suspendue à l'imposante porte en chêne. C'était une image de perfection familiale, un mensonge total et absolu. J'ai pris une respiration profonde et régulière, affichant un sourire pour mon fils, Lucas, qui vibrait littéralement d'excitation sur le siège passager. Il serrait dans ses mains un petit cadeau maladroitement emballé pour ses grands-parents, un ensemble Lego qu'il avait payé avec son propre argent de poche. Mon cœur s'est serré rien qu'en regardant son visage sincère et plein d'espoir. Il n'avait aucune idée qu'il entrait dans une embuscade. Au moment où nous avons franchi le seuil, la chaleur fabriquée de la maison m'a giflé au visage. Ma mère, Margaret, a glissé vers nous, son sourire aussi rigide et parfait que son collier de perles. Ses yeux, cependant, ont baissé sur Lucas, et pendant une fraction de seconde, le masque de l'hôtesse parfaite a glissé. C'était un regard de pure, d'indéfectible contrariété. « Nathan, chérie, dit-elle, sa voix un peu trop brillante, un peu trop forte. Tellement heureuse que tu aies pu venir. » Elle n'a pas regardé Lucas. Elle n'a pas reconnu son existence. Et puis, de l'autre côté de la pièce, je les ai vus tenir le haut du pavé près de l'immense cheminée en pierre, mon ex-femme Olivia et son nouvel homme, le magnate de l'immobilier Derek Matthews. Il avait son bras enroulé autour de ses épaules de manière possessive alors qu'elle riait de quelque chose qu'il avait chuchoté. Ils étaient flanqués de mon père, William, qui hochait la tête avec appréciation. À leur côté, ayant l'air incroyablement ennuyés dans leurs vêtements coûteux et sur mesure, se trouvaient les deux enfants adolescents de Derek, issus d'un précédent mariage. L'air a quitté mes poumons dans une bouffée douloureuse. L'email de ma mère, envoyé la semaine dernière, avait été d'une clarté cristalline, chaque mot étant une pique soigneusement placée, adulte seulement. Il serait inapproprié pour Lucas d'assister à la fête dans les circonstances actuelles. Nous sommes sûrs que tu comprends. J'ai compris maintenant. La règle n'était pas d'enfant. La règle était pas mon enfant. Ma main s'est serrée sur l'épaule de Lucas. Je l'ai éloigné de la pièce principale vers le calme relatif de la cuisine. Et, mon pote, dis-je, forçant ma voix à paraître joyeuse en m'agenouillant à sa hauteur. Waouh, regarde tous ces biscuits. Pourquoi tu ne restes pas ici un peu et tu les gardes pour moi? Je reviens tout de suite. Il leva les yeux vers moi, son front plissé de confusion. Mais qu'en est-il du cadeau pour grand-maman et grand-papa? Bientôt, promis-je, ma propre voix sonnant creuse à mes oreilles. J'avais l'impression d'être la plus grande fraude du monde. Je me suis levé et suis retourné dans ce salon, un feu froid brûlant dans mes entrailles. J'ai intercepté ma mère alors qu'elle dirigeait un traiteur. Un mot, dis-je, ma voix dangereusement basse. Elle me suivit dans une petite alcôve près du grand escalier. Nathan, qu'est-ce qu'il y a? Ne fais pas une scène. Une scène? Répétai-je, les mots ayant le goût de l'acide. Tu m'as dit pas d'enfant. Tu m'as spécifiquement dit de ne pas amener mon fils. Et j'entre ici et je les vois. Je jetai ma tête vers les adolescents parfaitement coiffés de Derek. Elle ne broncha pas. Elle prit une gorgée délicate de son chardonnay. Nathan, sois raisonnable, s'il te plaît. Les enfants de Derek sont différents. Ils sont de bonnes souches. Ils ont beaucoup voyagé. Ils savent comment se comporter dans la bonne société. Bonne souche. Les mots résonnèrent dans l'espace entre nous, aspirant tout l'air. Elle parlait de mon fils, son propre petit-fils de 7 ans, comme s'il était un chien errant, pas bienvenu dans sa maison immaculée. Je regardai par-dessus son épaule et vis Derek croiser mon regard. Un sourire suffisant et satisfait jouait sur ses lèvres. Il savait qu'il avait probablement contribué à orchestrer tout cela. C'était un jeu de pouvoir, une humiliation publique délibérée conçue pour me remettre à ma place. Et à ce moment précis,
quelque chose en moi se brisa. Pas d'une manière bruyante et explosive. Ce fut une rupture silencieuse et nette. La partie de moi qui avait passé 35 ans à rechercher leur approbation, qui avait toujours trouvé des excuses à leur froideur, qui avait espéré qu'un jour ils me verraient, s'est simplement fanée et est morte. Je suis retourné dans la pièce principale, mes mouvements calmes et délibérés. Je me suis dirigé directement vers mon père, qui était maintenant engagé dans une conversation profonde avec Derek. J'ai attendu une pause. « Papa, dis-je. » Ma voix était stable, dépourvue de toute émotion. C'était la voix d'un étranger. Il se tourna, un air légèrement agacé sur le visage. « Nathan, il y a un problème. »« Aucun problème, dis-je, laissant mes yeux glisser de lui à ma mère, qui avait maintenant rejoint le groupe. Je voulais juste vous informer d'une décision financière que j'ai prise, ce qui attira leur attention. L'allocation mensuelle que je vous envoie, continuai-je, ma voix claire et portant dans la pièce soudainement silencieuse, celle qui couvre l'hypothèque de cette maison, l'abonnement au club, les paysagistes, s'arrête ce soir. Je cesse mon soutien, avec effet immédiat. Les faux sourires disparurent de leur visage comme effacés par une main invisible. Le verre de vin de ma mère trembla. Le visage de mon père, habituellement rougeaud à cause du whisky coûteux, devint pâle. Pour la première fois de la soirée, j'avais toute leur attention. Le silence qui suivit fut plus satisfaisant que n'importe quelle dispute. Je leur adressai un petit sourire vide. Joyeux Noël. Puis je leur tournai le dos, entrai dans la cuisine, pris mon fils par la main et quittai cette maison sans me retourner, laissant les débris de leur fête parfaite à nettoyer. À l'époque, je pensais que c'était la fin, une rupture finale et satisfaisante des liens. Je n'avais aucune idée que ce n'était que le début d'une guerre dont j'ignorais même l'existence. Pour vraiment comprendre le poids de cette décision, pour comprendre pourquoi je ferais exploser une bombe au milieu de ma propre famille, il faut remonter 3 ans en arrière. Il y a 3 ans, ma vie semblait parfaite sur le papier. J'étais associé junior dans un cabinet d'architectes respecté à Atlanta. J'avais une belle femme, Olivia, et nous avions notre incroyable fils, Lucas. Je ne me contentais pas de vivre le rêve américain. J'avais l'impression de le concevoir, mais le bonheur, comme je l'ai appris depuis, peut être la structure la plus fragile de toutes. La première fissure dans cette fondation est apparue sous les lustres étincelants d'un gala de bienfaisance. C'était l'un de ces événements guindés et hors de prix où les gens vont pour être vus, pour se faire des relations, pour enchérir sur des choses dont ils n'ont pas besoin. Je me suis toujours senti comme un imposteur dans ces événements, comme si je portais un costume. Mais Olivia, elle vivait pour ça. Elle s'épanouissait dans cette atmosphère d'ambition polie. Ce soir-là, je l'ai vu parler à Derek Matthews pour la première fois. Je savais qui il était, bien sûr. Tout le monde sur la scène du développement d'Atlanta connaissait Derek. C'était un titan de l'immobilier, le genre de type qui construit des tours de verre sans âme qui bloquent le soleil et gagne des prix pour leur audace. Il était tout ce que je n'étais pas, beau parleur, bruyant, rayonnant d'une confiance qui frôlait l'arrogance. Il portait un costume qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Je les ai observés de l'autre côté de la salle de bal. Elle riait, d'un rire vrai et décomplexé que je réalisais, avec un choc douloureux, que je ne l'avais pas entendu depuis des mois. Elle toucha son bras en parlant. Il se pencha, sa main reposant un instant sur le bas de son dos. C'étaient de petits gestes, des choses qui pouvaient être considérées comme innocentes, mais elles ne l'étaient pas. C'était une conversation privée dans un espace public, une intimité qui m'excluait. J'avais l'impression de regarder une scène d'un film sur ma vie auquel je n'avais pas été invité. Plus tard, elle l'a amené, ses yeux brillants d'une excitation qui me tordait l'estomac. « Nathan, chéri, je veux que tu rencontres Derek Matthews. »« Derek, voici mon mari, Nathan. » Derek me serra la main d'une manière molle et brève, ses yeux froids et scrutateurs, examinant mon costume acheté en magasin avec un amusement discret. C'était le genre de regard qui vous donnait l'impression de devoir vous excuser de votre propre existence. « Ah, Nathan, dit-il, traînant mon nom comme s'il goûtait quelque chose de désagréable. L'architecte. Olivia me dit que tu fais des projets communautaires, des églises, des bibliothèques, ce genre de choses. C'est très traditionnel. » La façon dont il prononça traditionnel le fit sonner comme une insulte, comme si j'étais une sorte de fossile bien intentionné mais insignifiant qui ne comprenait pas le monde moderne. Avant que je puisse répondre, il se lança dans un monologue sur son dernier immeuble de luxe, un monument à son propre ego. Il parla de sa piscine à débordement sur le toit, de son héliport privé,
de ces appartements-terrasses de plusieurs millions de dollars. Olivia était suspendue à chacun de ces mots, son expression captive. Ce n'est pas juste un bâtiment, c'est une déclaration, déclara-t-il. Je suis resté là, invisible, me sentant comme une photo en noir et blanc dans un monde de couleurs éclatantes. Le trajet en voiture jusqu'à la maison a été silencieux, un silence lourd et suffocant qui en disait plus qu'une dispute ne pourrait jamais le faire. Je savais avec une certitude qui me glaçait jusqu'aux os que quelque chose était fondamentalement brisé entre nous. Le divorce qui a suivi a été brutal, une masterclass de guerre psychologique. Olivia, soutenue par une équipe d'avocats requins que Derek payait clairement, m'a dépeint comme un mari instable, obsédé par le travail et incapable de subvenir aux besoins de la famille. Ma passion pour l'architecture communautaire et durable, ce qui me sortait du lit le matin, a été déformée et présentée comme un manque d'ambition. Il se contente de construire des terrains de jeu, ironisa son avocat au tribunal, alors que ma cliente mérite un partenaire qui construit des empires. Ils ont utilisé mon intégrité contre moi, et le tribunal, influencé par la force gravitationnelle de la richesse et de l'influence de Derek, a écouté. La garde des enfants a été un cauchemar, une punition soigneusement orchestrée. Elle ne me laissait Lucas que les week-ends et quelques jours fériés désignés. Chaque transfert, chaque fois que je devais regarder mon fils s'éloigner de moi vers la nouvelle vie scintillante d'Olivia, était comme une blessure fraîche. Après cette fête de Noël désastreuse, après mon départ, je suis rentré chez moi en voiture avec Lucas dormant paisiblement sur le siège arrière, son ensemble Lego emballé toujours sur le plancher de la voiture. Les lampadaires éclairaient son visage, si innocent, si inconscient de la laideur qu'il venait d'éviter de justesse. Une vague de fureur protectrice, si intense qu'elle fit trembler mes mains sur le volant, me submergea. Il ne se contentait plus de m'insulter. Il ne se contentait pas de dénigrer ma carrière. Il blessait mon fils. Il l'avait jugé indigne. Et c'était une ligne que je ne leur laisserais pas franchir. C'était la colline sur laquelle j'étais prêt à mourir. Le lendemain, j'essayais de reconstituer un samedi normal pour Lucas. Nous étions sur le sol de mon petit appartement de location, en train de construire un château Lego élaboré. C'était notre sanctuaire, notre rituel. Je lui enseignais l'intégrité structurelle, les consoles et les poutres de support, et il créait simplement ces structures merveilleusement chaotiques et colorées qui défiaient la gravité. Tu vois, mon pote, expliquai-je, pointant une tour bancale qu'il avait construite, si tu n'as pas de fondation solide, tout finira par s'effondrer. Peu importe la hauteur ou l'apparence sophistiquée du sommet. Les mots me semblaient lourds, chargés d'une signification qu'il ne pouvait pas comprendre. Alors que nous mettions une fournée de biscuits aux pépites de chocolat au four, l'odeur de sucre chaud étant un antidote bienvenu à la perfection stérile de la maison de mes parents, mon téléphone vibra. C'était ma meilleure amie, Rachel. Rachel et moi étions amis depuis notre première année d'université. C'était un génie certifié, une consultante en cybersécurité qui voyait le monde en code et en flux de données. Elle pourrait probablement pirater le Pentagone avec un grille-pain et une canette de soda à moitié vide si elle était motivée. Plus important encore, elle était la personne la plus loyale que je connaissais. « Nat, tu es assis ?» demanda-t-elle, sa voix tendue et coupée. Il n'y avait pas de bavardage. Pas de « comment ça va ?» C'est comme ça que j'ai su que c'était grave. Ouais, Rach. Qu'est-ce qu'il y a? Mon cœur commença à battre lentement et anxieusement contre mes côtes. J'ai creusé, dit-elle. C'était son expression préférée. Quelque chose dans ton licenciement du cabinet l'année dernière ne m'a jamais plu. C'était trop propre, trop soudain. Toi, de toutes les personnes, partageant des dessins propriétaires? Ça n'avait aucun sens. Après le début du divorce, j'avais été licencié sans ménagement de mon travail. La raison officielle était une violation catastrophique du contrat basé sur une série de courriels qu'il prétendait que j'avais envoyés depuis mon ordinateur de travail à un cabinet d'architectes concurrent, partageant des plans sensibles et propriétaires. J'ai juré sur la vie de mon fils que je ne les avais jamais envoyés. J'ai proposé de passer un polygraphe, mais les preuves numériques semblaient irréfutables. Cela avait détruit ma réputation professionnelle du jour au lendemain et était devenu la pierre angulaire de la demande de garde d'Olivia. Ses avocats se sont régalés, chômeurs, contraires à l'éthique et indignes de confiance. Ils m'avaient marqué au fer rouge, et je sentais ma prise sur le téléphone se resserrer. Et je l'ai trouvé, dit Rachel, une note de satisfaction sombre dans la voix. Les courriels qui t'ont fait virer. Ce sont de faux, et ce sont de brillants faux. Je leur accorde ça.
Ils ont été acheminés par une série de serveurs offshore dans 3 pays différents pour masquer leur origine. Mais ils ne proviennent pas de ton ordinateur, Nat. Les métadonnées montrent qu'ils ont été injectés directement dans le serveur de messagerie principal du cabinet à partir d'une adresse IP externe. Je me suis affaissé sur une chaise de cuisine. L'odeur des biscuits qui cuisaient m'a soudainement donné la nausée. J'avais l'impression que le sol se penchait sous moi. « Qu'est-ce que tu veux dire, Rachel ?»« Je veux dire que tu as été piégée, dit-elle, sa voix dure comme de l'acier. Quelqu'un avec des ressources sérieuses et des compétences techniques voulait que tu sois viré. Il voulait que tu aies l'air instable et contraire à l'éthique juste au moment où tu te dirigeais vers une bataille de garde acharnée. Je ne peux pas encore prouver qui a donné l'ordre, mais j'ai retracé la faille initiale du serveur jusqu'à une société écran enregistrée dans le Delaware. Devine qui siège au conseil d'administration de cette société. Je n'avais pas besoin de deviner. Ma gorge s'est asséchée. Un seul nom s'est logé dans mon cerveau. Derek Matthews. Bingo, confirma TL. Le salaud est méticuleux. Il ne voulait pas seulement te battre. Il voulait t'anéantir. Il a créé une piste papier numérique pour ruiner ta vie. J'ai raccroché le téléphone, le monde tournant devant mes yeux. Ce n'était pas seulement un divorce difficile. Ce n'était pas seulement mes parents qui étaient cruels et obsédés par la classe. C'était un complot, une campagne froide, calculée et brillamment exécutée pour me dépouiller de tout ce qui m'était cher, ma femme, mon fils, ma carrière et ma réputation. Ils ne s'étaient pas contentés de me pousser hors du portrait de famille. Ils avaient essayé d'incendier tout le musée avec moi à l'intérieur. La minuterie du four sonna, un son aigu et joyeux qui était violemment en contradiction avec le chaos dans ma tête. J'ai sorti la plaque de biscuits, mes mains tremblant tellement que j'ai failli la faire tomber. Lucas courut dans la cuisine, le visage rayonnant d'excitation. « Ils sont prêts, papa ? Est-ce que je peux en avoir un ?» J'ai regardé son visage confiant et innocent, et la colère rugissante dans mes entrailles s'est solidifiée en quelque chose de froid, dur et dense. C'était une fondation pour ce que je devais faire ensuite. Il pensait m'avoir enterré. Il n'avait aucune idée qu'il venait de planter une graine. Alors que j'essayais d'assimiler cette révélation bouleversante, mon téléphone sonna à nouveau. C'était un numéro inconnu, un indicatif régional local. J'ai failli l'ignorer, mais un instinct quelconque m'a fait répondre. Nathan. La voix était rauque, hésitante, mais instantanément reconnaissable, une voix que je n'avais pas entendue depuis près de 10 ans. Victor, murmurai-je, stupéfait par le silence. Mon frère aîné, Victor, le mouton noir, le fantôme de la famille Carter. Il s'était brouillé de façon spectaculaire avec nos parents il y a des années lorsqu'il avait refusé de suivre notre père dans une prestigieuse carrière juridique, choisissant plutôt de s'enrôler dans les Army Rangers. Nos parents, pour qui les apparences étaient primordiales, l'avaient pratiquement désavoué. Nous ne nous étions pas parlé depuis ma remise de diplôme universitaire. « Ouais, Nat, c'est moi, dit-il. Écoute, j'ai entendu ce qui s'est passé à la fête de Noël. J'ai des amis mal placés. L'un d'eux faisait partie du personnel du traiteur. Bien sûr, Victor avait toujours eu ses sources, son réseau de personnes invisibles qui voyaient et entendaient tout. Je suis à Atlanta pour quelques jours, dit-il, sa voix baissant encore d'un ton. Je pense qu'on doit parler d'Olivia, de ce type Derek, et de maman et papa. Cette histoire, ça me rappelle quelque chose de désagréable. Il me dit de le retrouver dans un bar discret et isolé du centre-ville. Viens seul, Nat, et ne dis à personne que tu me rencontres. Il raccrocha avant que je puisse répondre. 2 bombes en une journée. Tout d'abord, la preuve concrète d'un complot de Rachel. Maintenant, un fantôme de mon passé qui me contacte avec un avertissement énigmatique, un soupçon d'une histoire partagée de trahison parentale. Le château Lego sur le sol de mon salon avait soudain l'air pathétiquement fragile. J'ai réalisé avec une clarté glaçante que j'avais mal construit les choses. Toute ma vie avait été consacrée à la construction. Il était temps de commencer à démolir quelque chose. Le bar que Victor avait choisi était un endroit sombre et anonyme dans Midtown, le genre d'endroit où les affaires se concluaient et où les secrets se gardaient, sentant la bière rance et le désespoir tranquille. Il était assis dans une banquette du fond, presque englouti par les ombres. Pendant un moment, j'ai failli ne pas le reconnaître. Les 10 années qui s'étaient écoulées depuis la dernière fois que je l'avais vu avaient creusé de nouvelles rides dans son visage, durcissant les bords doux dont je me souvenais de notre jeunesse. Il était plus mince,
ses épaules plus larges, mais ses yeux étaient les mêmes, vifs, intelligents, et portaient une tristesse profonde et familière dont je réalisais maintenant qu'elle était un héritage familial. Nat, dit-il, sa voix un grondement sourd. Il fit un signe de tête vers le siège vide en face de lui et fit glisser un verre de whisky sur la table en bois usé. Tu as l'air d'aller au diable. J'ai l'impression, admis-je, prenant une longue gorgée reconnaissante. La brûlure de l'alcool était une distraction bienvenue, une douleur propre. De quoi s'agit-il, Vic? Pourquoi maintenant, après tout ce temps? Il se pencha en avant, ses avant-bras reposant sur la table, créant un petit espace confidentiel entre nous. Quand j'ai quitté la maison, je me suis dit que j'en avais fini avec eux, fini avec leur jeu, leur obsession des apparences, leur manque total d'âme. Je suis allé construire une nouvelle vie, une vie qu'ils ne pouvaient pas toucher. Mais quand ma source m'a dit ce qui s'était passé à cette fête, les détails étaient trop similaires. Le scénario était le même. Ils te font la même chose qu'ils ont essayé de me faire. De quoi parles-tu? Demandai-je en me penchant. Je pensais qu'ils t'avaient coupé les vivres parce que tu avais rejoint l'armée. Il laissa échapper un rire court et amer. C'était la version officielle, celle qu'ils ont racontée à la famille. La vérité, c'est qu'ils ne se sont pas contentés de me désavouer, Nat. Ils ont essayé de me ruiner. Quand j'ai quitté les Rangers et que j'ai essayé de créer une entreprise de sécurité privée, papa a utilisé ses relations, ses vieux amis du barreau et du banc, pour me faire mettre sur liste noire. Chaque demande de prêt a été refusée. Chaque contrat important que j'ai soumissionné a mystérieusement été attribué à un concurrent. Il voulait me laisser mourir de faim, me forcer à revenir en rampant, à mendier une place dans son cabinet d'avocat. Il voulait briser ma volonté. Mon esprit tournait. C'était un côté de ma famille, de mon père, que je n'avais jamais connu, une obscurité vindicative et contrôlante dont j'avais été protégé ou que j'avais simplement été trop naïf pour voir. Ça n'a pas marché, dit Victor, sa voix dure. J'ai pris les emplois dont personne d'autre ne voulait. J'ai construit mon entreprise à partir de zéro dans l'ombre. Et j'ai créé un autre type d'entreprise de sécurité. Nous ne gardons pas les bâtiments, Nat. Nous recueillons des renseignements. Nous trouvons les faiblesses chez les gens qui pensent être au-dessus des lois. Nous déconstruisons leur vie. Il sortit une tablette mince et élégante d'une mallette en cuir usé et la fit glisser sur la table. Ce type, Derek Matthews, continua-t-il, tapant sur l'écran, ce n'est pas juste un imbécile riche qui a volé ta femme. C'est un prédateur professionnel, et c'est son schéma. L'écran affichait un fichier contenant une photo d'une femme souriante en robe de mariée. Puis, une série de relevés financiers montrant sa valeur nette dégringolée sur 2 ans, un article sur un divorce tumultueux, un autre sur la faillite soudaine de l'entreprise familiale établie de longue date. Victor a fait glisser, et le visage d'une autre femme est apparu. Même histoire, nom différent, ville différente, mais exactement le même schéma dévastateur, épouser une femme avec des biens ou des relations, l'isoler de sa famille, épuiser systématiquement ses finances à travers un labyrinthe de sociétés écrans complexes, puis se débarrasser d'elle, la laissant brisée et endettée. Olivia est juste la dernière acquisition, a déclaré Victor d'un ton sombre. Et toi, tu es l'obstacle. Tu as une prétention sur ses biens et, plus important encore, sur ton fils. Donc, il devait t'éliminer professionnellement et en tant que père. Une vague de froide nausée m'a envahi. Je ne me battais pas seulement avec mon ex-femme pour la garde, je me battais contre un monstre méthodique et expérimenté. Mais au lieu du désespoir, une étrange clarté froide a commencé à s'installer dans mon ventre. Il avait un plan. Il avait une méthode. Et tout ce qui peut être construit peut être déconstruit. C'est là que le travail de ma propre vie, ma propre obsession, a enfin trouvé son véritable but. Pendant des années, ma famille a rabaissé ma carrière. Mon père appelait mes projets communautaires les petites œuvres caritatives de Nathan. Ma mère déplorait que je ne conçoive pas des gratte-ciel étincelants comme Derek, mais ils n'ont jamais compris ce qu'est réellement l'architecture. Il ne s'agit pas d'ego ou de création de monuments. Il s'agit de comprendre les systèmes. Il s'agit de voir comment chaque poutre, chaque joint, chaque fondation travaille ensemble pour créer un ensemble. Il s'agit de trouver les murs porteurs, les points critiques de défaillance. Ce soir-là, après avoir quitté Victor, je ne suis pas allé me coucher. Je suis allé dans mon petit bureau à domicile, un espace habituellement encombré de croquis pour des bibliothèques et des jardins communautaires. J'ai dégagé ma table à dessin, balayant tout. J'ai épinglé une énorme feuille de vélin d'architecte fraîche,
et j'ai commencé à faire ce que je fais le mieux. J'ai commencé à concevoir. Mais je ne concevais pas un bâtiment. Je concevais la démolition de la vie de Derek Matthews. Je l'ai dessiné au centre de la page, une boîte noire remplie de points d'interrogation. À partir de cette boîte, j'ai tracé des lignes vers Olivia, vers mes parents, vers ses entreprises, vers les ex-femmes du dossier de Victor. J'ai commencé à cartographier toute sa vie comme si c'était une structure complexe. J'ai appelé Rachel, et pendant des heures, elle m'a fourni des données, des dépôts de société, des registres de propriété, l'activité des médias sociaux, des coupures de presse. Chaque information était un matériau, un point de données que je pouvais placer sur mon plan. J'ai commencé à voir les schémas. Les comptes offshore étaient le câblage caché courant à travers les murs. Les sociétés écrans étaient les fausses colonnes de soutien, paraissant solides mais creuses à l'intérieur. Olivia et mes parents étaient la façade, la jolie maçonnerie respectable cachant la pourriture et la décomposition en dessous. J'ai travaillé pendant 2 jours d'affilée, alimenté par du café noir et une rage froide et brûlante. Le plan sur mon mur est devenu plus complexe, une toile d'araignée de connexion, de transactions et de vulnérabilité. J'ai vu ses routines, son ego, ses dépendances. J'ai vu les points de tension, les endroits où une petite pression appliquée de la bonne manière pouvait provoquer une défaillance catastrophique en cascade. Alors que je commençais à ressentir une lueur de contrôle, le prochain coup est tombé. C'était une contre-attaque vive et brutale. Un huissier s'est présenté à ma porte. Olivia demandait la garde exclusive d'urgence. La requête était une œuvre de fiction, un chef-d'œuvre de diffamation. Elle citait mon comportement erratique et agressif, la suppression de l'allocation de mes parents, mon instabilité financière, le chômage qu'ils avaient orchestré, et incluait une déclaration sous serment signée d'un psychologue hors de prix qui, après un bref appel téléphonique de 20 minutes, m'a déclaré émotionnellement instable et potentiellement dangereux pour le bien-être de l'enfant. Une audience a été fixée pour la semaine suivante. C'était une stratégie classique de prise de contrôle d'entreprise appliquée à une famille, une campagne de choc et d'effroi conçue pour me submerger, pour me forcer à me replier sur la défensive d'où je ne pourrais jamais me remettre. Et ça a marché. Dans la salle d'audience, il n'y avait pas de contestation. D'un côté, vous aviez une mère riche et respectée avec une équipe juridique de premier plan. De l'autre, vous aviez un père au chômage, récemment licencié, qui venait de s'aliéner publiquement ses propres parents. Le juge, ne regardant que la surface, a accordé à Olivia la garde exclusive temporaire. Lucas devait lui être remis ce soir-là. Le moment où le marteau du juge est tombé a été comme un coup physique, me coupant le souffle. Ils ont pris mon fils. Juste comme ça, je suis sorti du palais de justice sous le soleil éclatant d'Atlanta, me sentant vidé, complètement vaincu. Mon plan, mon grand projet, ressemblait soudain à un fantasme pathétique dessiné par un fou. À quoi servaient les diagrammes et les théories quand ils avaient mon fils? J'étais assis dans ma voiture dans le parking du palais de justice, la tête appuyée contre le volant, le monde un flou gris et insignifiant, lorsque mon téléphone a vibré. C'était Victor. J'ai entendu ce qui s'est passé, a-t-il dit, sa voix plate, dépourvue de pitié. Ne les laisse pas te voir saigner. Cela fait partie de leur plan de jeu choc et effroi. C'est censé te faire abandonner. Maintenant, réponds-moi, tu as quelque chose pour moi, ou tu as juste gaspillé les 2 derniers jours? J'ai pris une respiration tremblante, l'architecte dans mon cerveau dominant lentement le père en deuil. J'ai quelque chose. J'ai tout le putain de plan. Bien, a-t-il dit, une pointe de quelque chose comme de l'approbation dans sa voix. Parce que j'ai une équipe en attente, des enquêteurs, des experts comptables forensiques, des types de surveillance. Ils sont bons. Ils sont les meilleurs, mais ce ne sont que des outils, Nat. Ils sont un marteau et une scie. Ils ont besoin d'un architecte pour leur dire où construire et où démolir. Alors, dis-moi, petit frère, par où on commence? C'est à ce moment-là que tout a basculé. Il ne proposait pas de me sauver. Il proposait d'être mon arme. Et je venais de finir de dessiner les plans de son déploiement. J'ai conduit jusqu'à un bureau sécurisé et anonyme que Victor gardait dans une zone industrielle à la périphérie de la ville. J'ai déroulé mon plan sur une immense table de conférence marquée de cicatrices. Victor et son principal enquêteur, une ancienne agente du FBI au visage sévère nommée Gabriella, l'ont regardé en silence pendant 1 minute entière. Mon Dieu, a soufflé Gabriella, traçant du doigt une ligne de sociétés écrans interconnectés. C'est méticuleux.
C'est mieux que ce que nous avions sur la famille Richie. Victor m'a regardé, et pour la première fois, j'ai vu une lueur de quelque chose que je n'avais jamais vu chez lui auparavant, de la fierté. Je t'avais dit que c'était le plus intelligent. J'ai pointé du doigt un groupe d'entreprises liées au projet de construction de Derek. Ici, ai-je dit, ma voix retrouvant sa force, sa confiance. C'est la base de son empire. Il utilise de fausses factures de matériaux et des sous-traitants fantômes pour détourner des fonds de ses propres projets, canalisant l'argent à l'étranger. Mais pour ce faire, il a besoin de complices au sein de son entreprise. Trouvez-les. Trouvez le comptable mécontent, le chef de chantier qu'il a floué sur un bonus, l'assistante de direction qu'il traite comme de la merde. Les gens sont toujours la partie la plus faible de tout système. J'ai ensuite pointé du doigt la ligne épaisse et sombre reliant Derek à mes parents. Et ici, ai-je dit, ma voix baissant, c'est la partie que je ne comprends pas. Leur loyauté est trop forte. Il ne s'agit pas seulement d'argent ou de statut. Il y a autre chose là-dedans. Un mur porteur. J'ai besoin que tu découvres ce que c'est. J'ai besoin que tu trouves la faille dans leur fondation. Le plan n'était plus un fantasme, c'était une opération. Le système juridique m'avait laissé tomber. Le système familial m'avait trahi. Alors je construirai mon propre système de justice en dehors de la salle d'audience, pièce par pièce, avec minutie. Ils avaient pris mon fils, et ce faisant, ils avaient pris le dernier de ma peur. Tout ce qui restait était la concentration froide, patiente et méthodique d'un architecte sur le point de faire s'effondrer un bâtiment condamné sur la tête de tous ceux qui se trouvaient encore à l'intérieur. Les semaines qui ont suivi ont été les plus longues et les plus atroces de ma vie. Mon monde s'est réduit à la taille d'une petite pièce beige dans un centre de visite familiale. Je n'étais autorisé à voir Lucas que lors de visites surveillées d'1 heure 2 fois par semaine. L'endroit sentait le désinfectant et le désespoir silencieux. Une travailleuse sociale à l'air fatigué s'asseyait dans un coin en prenant des notes pendant que Lucas et moi essayions de faire comme si tout était normal. Il était plus calme maintenant, l'étincelle brillante dans ses yeux s'était éteinte. Il s'accrochait à moi dès mon arrivée et pleurait en silence lorsque la travailleuse sociale annonçait que notre temps était écoulé. Chaque visite était une nouvelle torture. Dehors, soit Olivia, soit Derek attendait dans un élégant SUV noir. Olivia me lançait ses regards de pitié ostentatoires qui étaient pires que n'importe quelle colère. Derek, quand c'était son tour, se contentait de sourire, le message implicite planant dans l'air entre nous, j'ai gagné. Tu as perdu. C'est ta vie maintenant. Mais alors qu'il voyait un homme brisé jouant avec des Legos dans une petite pièce triste, nous menions une guerre silencieuse. Mon appartement est devenu un centre de commandement. Le plan sur mon mur grandissait, un document vivant recouvert de notes autocollantes, de nouvelles connexions et de marqueurs rouges. J'étais l'architecte, le stratège central. Victor fournissait les ressources et la main-d'œuvre, et son équipe était mon équipe de démolition. Rachel était notre pied de biche numérique, notre clé des serrures virtuelles. Elle n'a pas tenté de piratage spectaculaire du serveur principal de Derek. Cela aurait été trop bruyant, trop facile à tracer. Son approche était beaucoup plus élégante. Suivant ma théorie selon laquelle les gens étaient le maillon faible de tout système, elle s'est engagée dans ce qu'elle appelait l'ingénierie sociale numérique. Elle a créé un faux profil sur un site de réseautage professionnel, se faisant passer pour Jessica Davis, une chasseuse de tête pour un cabinet de design international de premier plan. Elle a créé un historique numérique complet pour Jessica, un historique de travail plausible, un réseau de relations, même quelques faux articles publiés en ligne. Puis elle a contacté un comptable de niveau intermédiaire chez Derek, un homme nommé Alan Shipley. Son propre profil en ligne criait, chroniquement sous-estimé. Il publiait des citations de motivation sur le fait d'être sous-évalué et émet des articles sur le fait d'obtenir ce que l'on mérite. C'était la cible parfaite. Rachel n'a pas demandé de secret. Elle lui a offert son fantasme. Dans une série de mails et d'appels téléphoniques, elle lui a fait miroiter la perspective d'un poste de vice-président principal dans son cabinet, un salaire à 6 chiffres, un bureau d'angle. Nous recherchons quelqu'un avec de l'initiative, Alan, disait-elle de sa voix vive et professionnelle de Jessica. Quelqu'un qui comprend vraiment les tenants et les aboutissants d'une entreprise de développement complexe. Flatté par l'attention, Alan s'est gonflé comme un paon. Il a commencé à se plaindre amèrement de son travail actuel, de son patron tyrannique, Derek, de la comptabilité créative et des zones grises éthiques qu'il était obligé de naviguer quotidiennement. Chaque plainte était une fissure dans le mur, et Rachel, la maîtresse manipulatrice, l'a habilement élargie.
Finalement, afin de prouver sa valeur et son expertise pour le nouveau poste, il a fait exactement ce qu'elle espérait qu'il ferait, il lui a envoyé un fichier. Juste un petit échantillon du type de gestion de projet complexe que je gère, a-t-il écrit dans l'email. Le fichier était une feuille de calcul protégée par mot de passe nommée Project X Insurance. Il pensait se montrer, il n'avait aucune idée qu'il nous remettait les clés du royaume. Il a fallu moins d'1 heure à Rachel pour forcer le mot de passe. C'était le nom du chien de Derek, Godwan. La feuille de calcul était un chef-d'œuvre de comptabilité criminelle. Elle détaillait les fausses factures, les sous-traitants fantômes, les coûts de matériaux gonflés. C'était tout le plan de détournement de fonds présenté en noir et blanc. Pendant que Rachel démantelait son empire numérique, je me suis concentré sur le monde physique. J'ai utilisé mes connaissances en architecture pour analyser l'imagerie satellite et les permis de construire publics pour les projets actuels de Derek. Je les ai recoupés avec les données de la feuille de calcul d'Alan. J'ai trouvé les écarts, un parking à plusieurs étages qui était censé être terminé et construit, mais les photos satellites montraient qu'il n'était encore qu'une dalle de béton, une livraison d'acier allemand de haute qualité qui avait été enregistrée et payée, mais qui n'était jamais apparue dans aucun rapport de chantier. C'étaient les structures fantômes dont j'avais théorisé. C'étaient les preuves physiques qui corroboraient les preuves numériques. Gabriella, la formidable ancienne agente du FBI de Victor, a entrepris la tâche la plus délicate, creusant dans la fondation de ma propre famille. C'était la partie qui me nouait l'estomac chaque soir, mais je savais que je devais comprendre le pourquoi. Elle a commencé par mon père, l'honorable William Carter, juge à la retraite. Elle a passé des semaines à passer au peigne fin ses anciennes affaires, ses finances, son réseau professionnel. Pendant un certain temps, elle n'a trouvé qu'une carrière impeccable et distinguée. Le mur de sa réputation était solide, impénétrable. La percée est venue de la source la plus inattendue, une femme nommée Catherine Williams, qui avait été la secrétaire juridique loyale de mon père pendant plus de 30 ans, a vu un petit extrait de nouvelles en ligne sur ma bataille pour la garde. Sa conscience, a-t-elle dit plus tard à Gabriella, ne la laisserait plus se taire. Elle a trouvé le site web du cabinet de Victor et a utilisé la ligne de signalement anonyme sécurisée. Gabriella l'a rencontrée dans un café tranquille loin du centre-ville. L'histoire que Catherine a racontée n'a pas seulement fissuré la fondation, elle l'a anéantie. Il y a 20 ans, bien avant que je ne sois sorti de l'université, mon père, alors juge en exercice, a présidé une affaire civile. Une petite entreprise de construction familiale poursuivait un jeune promoteur ambitieux pour non-paiement et négligence. Ce promoteur était Derek Matthews. Au cours du procès, il est apparu qu'un sous-traitant sur l'un des premiers projets de Derek était décédé lors d'un effondrement d'échafaudage. La famille poursuivait en justice, affirmant que Derek avait sciemment utilisé des matériaux défectueux et de qualité inférieure pour réduire les coûts. Selon Catherine, les preuves contre Derek étaient accablantes. Il était confronté à la ruine financière et à la forte possibilité d'une enquête criminelle de suivi pour homicide involontaire. Il allait perdre gros. Mais la veille de l'annonce du verdict final, l'affaire a été soudainement réglée à l'amiable pour une misère. Les preuves les plus accablantes, les rapports de l'ingénieur en structure et les notes de service internes accablantes, ont disparu des dossiers du tribunal. Catherine était certaine que mon père les avait fait disparaître. Il l'avait enterré pour sauver Derek. Il a toujours eu un faible pour les hommes comme Derek, a déclaré Catherine à Gabriella, sa tasse de thé cliquetant dans sa soucoupe. Il appelait ça protéger l'ambition. J'appelais ça de la corruption. Forte de ces nouvelles informations, Gabriella, avec l'aide de Rachel, a creusé dans les finances de mon père à partir de cette année précise, et elles l'ont trouvé. Pas un paiement direct de Derek, cela aurait été trop maladroit. Elles ont trouvé un dépôt important et inexpliqué dans une fiducie aveugle que mon père avait créée par l'intermédiaire d'un avocat tiers. Il leur a fallu des jours de travail minutieux pour retracer l'origine de l'argent, mais elles l'ont fait. Il provenait d'une société holding que, après avoir retiré des couches de secrets corporatifs, Rachel a retracé jusqu'à un syndicat connu pour blanchir de l'argent pour le crime organisé. La vérité m'a frappé avec la force d'un coup physique. Mon père n'avait pas seulement accepté un pot de vin pour sauver un jeune promoteur prometteur, il s'était impliqué avec des gens vraiment dangereux pour dissimuler le crime de Derek. Derek n'avait pas seulement une relation professionnelle passée avec mon père, il le possédait. Il l'avait possédé complètement et totalement pendant 2 décennies. La loyauté n'était pas une question d'admiration, il s'agissait de culpabilité partagée et de chantage mutuel. Toute ma vie, la réputation imposante d'intégrité de mon père avait été construite sur une base de mensonges, de corruption et de la mort d'un homme.
C'était leur mur porteur, et nous venions de placer la dynamite à sa base. Alors que nous reconstituions cette horrible vérité, l'arrogance de Derek a finalement débordé. C'était un homme habitué à gagner, à ce que les gens se couchent pour lui. Il ne supportait pas le fait que je me battais encore, que je me présentais encore à ses visites surveillées avec une dignité tranquille qu'il ne pouvait pas briser. Un après-midi, alors que je sortais du centre de visite, il était là à m'attendre sur le parking. Olivia était dans la voiture, regardant ostensiblement son téléphone. « Carter » a-t-il ricané, bloquant mon chemin. Sa présence était comme un poids physique. « Tu dois abandonner. Tu ne fais que rendre les choses plus difficiles pour tout le monde. Cède tes droits parentaux. C'est mieux pour le garçon. Il a besoin d'une vraie figure paternelle. » « Je ne ferai jamais ça, Derek, ai-je dit, ma voix plate et calme. Son visage s'est tordu dans un masque de rage. C'était un homme qui n'était pas habitué à entendre le mot non. Espèce de raté pathétique. Tu n'as rien. Tu n'es rien. Il m'a poussé fort dans la poitrine. J'ai reculé d'un pas mais j'ai gardé mon équilibre. Ne fais pas ça, Derek. Pas ici. Il n'a pas écouté. Son ego était aux commandes maintenant. Il m'a frappé, un coup de poing sauvage et maladroit que j'ai vu venir à des kilomètres à la ronde. Je l'ai esquivé facilement. Il est revenu vers moi, grognant d'effort. Et cette fois, j'ai réagi. Des années de cours de boxe universitaire, oubliées depuis longtemps, sont revenues dans un éclair de mémoire musculaire. Je ne l'ai pas frappé. Je me suis simplement écarté, j'ai utilisé son propre élan contre lui, j'ai dévié son bras et je l'ai mis dans un simple verrou de poignet contrôlé qu'il a mis à genoux. Il s'est débattu, son visage devenant d'un violet marbré de fureur et d'humiliation. « Laisse-moi partir » a-t-il haleté, le son pathétique. Je l'ai relâché, et il a reculé en titubant, serrant son poignet et haletant. Tout l'échange avait pris peut-être 10 secondes. Ce qu'il ne savait pas, et ce qu'Olivia n'a pas remarqué depuis la voiture, c'est que Thomas Blackwood, un autre des principaux enquêteurs de Victor, était assis dans une camionnette de livraison garée de l'autre côté de la rue. Il filmait toute la scène avec un téléobjectif puissant. Nous avions anticipé l'instabilité de Derek. Nous avions appâté le piège avec ma tranquille défiance, et il était tombé dedans, exactement comme le plan l'avait prédit. Nous avions maintenant tout, la fraude financière méticuleusement documentée, le témoignage explosif sur la dissimulation vieille de 2 décennies, et une vidéo en haute définition et d'une clarté cristalline de Derek Matthews, la nouvelle figure paternelle stable, m'agressant physiquement dans un moment de rage incontrôlée. L'audience finale pour la garde était programmée. Cette fois, je n'entrais pas en victime. J'entrais en architecte avec un plan de démolition contrôlé dans ma mallette. La tempête ne faisait plus rage autour de moi, elle allait s'abattre directement sur leur tête. La salle d'audience le jour de l'audience finale ressemblait à une cocotte minute. L'air était chargé d'un mélange toxique de tension, d'arrogance et du bourdonnement sourd des néons au plafond. D'un côté de l'allée se trouvaient Derek et Olivia, flanqués de leur avocat principal coûteux, un homme au sourire suffisant et prédateur nommé Marcus Thorne. Ils avaient l'air confiants, détendus, comme si ce n'était qu'une simple formalité finale, un tampon sur leur victoire avant qu'ils ne m'effacent de la vie de mon fils pour de bon. Ils chuchotaient et se souriaient, l'image d'un couple heureux et prospère. De l'autre côté se trouvait mon équipe, moi, vêtu du meilleur costume que je possédais, ressentant un étrange calme froid, mon avocate, Sarah Chin, une femme pointue et pragmatique recommandée par Victor, dont l'attitude calme cachait un esprit comme une nasse d'acier, et au dernier rang était assise Rachel, penchée sur un ordinateur portable, ressemblant à une amie inquiète offrant un soutien moral. Mes parents étaient là aussi, une démonstration publique de solidarité. Ils étaient assis juste derrière Olivia, un front uni de trahison. Mon père, William, avait l'air stoïque et judiciaire, le juge retraité observant les procédures. Ma mère, Margaret, me lançait un regard qui était un cocktail de froide déception et de pitié. C'était un regard qui disait « Pourquoi dois-tu être si difficile ?» Marcus Thorne a commencé. C'était un showman. Il arpentait le sol devant le juge, sa voix résonnant d'une indignation vertueuse. Il a brossé le portrait de moi comme un homme désespéré et instable qui s'en prend aux autres après avoir perdu sa famille et sa carrière. Il a présenté la vidéo fortement éditée de la confrontation sur le parking comme preuve de mes tendances violentes et imprévisibles. Il m'a traité d'échec, d'achat has-been, de danger pour mon propre enfant. Votre honneur, a-t-il conclu avec emphase, Lucas Carter a besoin de stabilité.
Il a besoin d'une figure paternelle qui construit des empires, pas d'un père qui a été licencié pour des manquements à l'éthique et qui passe maintenant ses journées à comploter une vengeance. Je suis resté assis là, les mains jointes sur la table devant moi, et je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé construire son dossier sur ses fondations de mensonges. J'ai croisé le regard de mon père à travers la pièce. Il a soutenu mon regard pendant un instant, son expression illisible, un masque de neutralité judiciaire, avant de détourner les yeux. À ce moment-là, j'ai su qu'il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Puis ce fut notre tour. Sarah Chin s'est levée. Elle n'a pas arpenté le sol. Elle n'a pas élevé la voix. Elle était calme, méthodique, une architecte présentant ses plans. Votre honneur, a-t-elle commencé, sa voix claire et précise, Maître Thorne a brossé un portrait convaincant, celui d'un couple prospère et stable harcelé par un ex-mari perturbé. Maintenant, avec la permission du tribunal, nous aimerions présenter une image différente, la vraie. Elle a commencé par les petites choses, les fissures fondamentales. Elle a appelé Elena Rodriguez, l'ancienne conseillère scolaire de Lucas, à la barre. D'une voix calme, Elena a témoigné de la peur documentée de Lucas envers Derek, des menaces verbales qu'elle avait entendues, du changement dans son comportement depuis que Derek était entré dans sa vie. Thorne a tenté de la discréditer lors du contre-interrogatoire, laissant entendre qu'elle n'était qu'une ancienne employée mécontente. Mais la sincérité tranquille d'Elena et ses notes détaillées étaient inébranlables. Ensuite, Sarah est passée à mon licenciement. Le tribunal a été amené à croire que mon client a été licencié pour motif valable, pour un acte flagrant d'espionnage industriel. Nous avons des preuves qui suggèrent que ce récit est une pure invention. Elle a présenté les conclusions de Rachel, une analyse forensique détaillée, étape par étape, qui était si claire que même un profane pouvait la comprendre. Elle a montré comment les emails incriminants avaient été fabriqués et injectés dans le serveur de mon ancienne entreprise à partir d'une adresse IP que le rapport de Rachel avait retracée jusqu'à une société écran. Et qui, a demandé Sarah de manière rhétorique, est l'unique administrateur de cette société? Monsieur Derek Matthews. Le sourire suffisant sur le visage de Thorne a commencé à vaciller. Ensuite, les finances. C'était le premier mur porteur. Sarah a présenté la feuille de calcul qu'Allen, le comptable, avait divulguée. Elle a fait venir notre propre expert comptable judiciaire, un homme qui pouvait faire chanter les chiffres, pour expliquer en termes simples et clairs comment Derek avait systématiquement détourné des millions de dollars à ses propres investisseurs par le biais d'un réseau de sous-traitants fantômes et de fausses factures. Le visage de Derek était passé d'un bronzage sain à un gris maladif. Il chuchotait furieusement à Thorne, qui feuilletait frénétiquement ses papiers, complètement pris au dépourvu. Olivia était la suivante à la barre. Sarah a été d'abord désarmante de douceur avec elle, lui posant des questions sur son style de vie, ses dépenses, sa romance éclair avec Derek. Olivia était détendue, confiante. Puis Sarah a lâché la bombe. Madame Matthews, a dit Sarah, sa voix toujours douce, êtes-vous au courant des pratiques commerciales de votre mari? Par exemple, êtes-vous signataire de comptes offshore? Elle a produit des copies agrandies de relevés bancaires obtenus légalement par le biais de citations à comparaître aux sociétés écrans. Il montrait clairement la signature cursive et assurée d'Olivia sur les virements bancaires provenant des comptes mêmes utilisés dans le système de détournement de fonds. Olivia a bafouillé, son assurance se fissurant. Je signais juste ce que Derek me disait de signer. Je ne comprenais pas à quoi il servait. Alors, vous étiez une participante consentante, bien qu'ignorante, à une fraude de plusieurs millions de dollars, a insisté Sarah avec douceur. Vous avez profité des fruits de cette fraude, les voitures, la maison, les bijoux, sans jamais demander d'où venait l'argent? Non, je ne savais pas, a crié Olivia, regardant désespérément vers Derek. Mais il ne voulait pas croiser son regard. Il fixait ses propres mains comme s'il ne les avait jamais vues auparavant. C'était le moment. La façade s'écroulait. Mais je n'en avais pas fini. Je voulais faire tomber tout le bâtiment jusqu'au socle rocheux. Votre honneur, a annoncé Sarah, sa voix résonnant d'une nouvelle gravité, la défense appelle un témoin inattendu à la barre, Madame Catherine Williams. Un halètement collectif a parcouru la salle d'audience. J'ai vu mon père tressaillir physiquement, un mouvement brusque et violent. La main de ma mère a volé à sa bouche, ses yeux grands ouverts de terreur. Catherine, une femme âgée petite et d'apparence fragile avec des yeux d'acier pur, a marché lentement mais résolument vers le banc des témoins. Son témoignage était dévastateur. D'une voix calme et claire qui a captivé l'attention de toutes les personnes présentes dans la salle,
elle a raconté l'histoire de la mort du travailleur de la construction il y a 20 ans. Elle a décrit les preuves accablantes contre Derek, puis elle a décrit comment son patron, l'estimé juge William Carter, avait fait disparaître tout cela. Il appelait cela maintenir l'intégrité du système, a déclaré Catherine, sa voix tremblant légèrement d'une indignation vieille de 2 décennies. Il a dit, la carrière prometteuse d'un jeune homme ne devrait pas être ruinée par une tragique erreur. Il m'a dit de perdre le rapport de l'ingénieur. Il a enterré les preuves. Je l'ai vu faire de mes propres mains. La salle d'audience était totalement silencieuse, à l'exception des sanglots étouffés et rauques de ma mère. Mon père était assis immobile, son visage un masque de pierre grise, mais une seule goutte de sueur traçait un lent chemin le long de sa tempe. Tous les regards étaient fixés sur lui, le pilier de la justice, maintenant exposé comme une fraude. Mais le coup de grâce final était encore à venir. Alors que Thorne balbutiait, essayant de s'opposer, qualifiant le témoignage de oui-dire non étayé d'une vieille femme sénile, Sarah a levé la main. Encore une chose, votre honneur. Elle a fait un signe de tête vers le fond de la salle d'audience. Rachel a appuyé sur une touche de son ordinateur portable. Un grand écran qui avait été installé plus tôt, soi-disant pour présenter des documents, s'est allumé. Il affichait un flux vidéo en direct. C'était une prise de vue haut de gamme, légèrement granuleuse, du luxueux bureau à domicile de Derek Matthews. Et il y avait Derek lui-même, au téléphone de son bureau, le dos à la caméra cachée que nous avions installée il y a des semaines à l'intérieur d'un détecteur de fumée. Il était pâle, frénétique, arpentant le sol comme un animal en cage. Je me fous de la façon dont tu t'y prends, débarrasse-toi-en, c'est tout. Sa voix, diffusée clairement par les haut-parleurs de la salle d'audience, était minuscule et stridente de panique. Tous, les grands livres secondaires, les relevés de virements offshore, les fichiers sur le projet X, détruis-les, brûle-les, fais-le maintenant. Il parlait à son assistante de direction. Il réagissait en temps réel au témoignage de Catherine, dont quelqu'un dans la salle d'audience, nous soupçonnions, son propre avocat, lui avait évidemment envoyé un SMS. Il essayait activement de détruire des preuves devant le tribunal entier. C'était fini. Le silence dans la pièce était absolu, profond. C'était le silence d'un bâtiment juste avant que sa structure interne ne cède. L'avocat de Derek, Marcus Thorne, s'est lentement affalé sur sa chaise, le visage dans ses mains. Olivia a laissé échapper un gémissement bas, animal, de désespoir. Mon père, l'honorable William Carter, fixait simplement le vide, un homme complètement et irrémédiablement brisé. Le juge, une femme réputée pour être imperturbable, a regardé le flux en direct sur l'écran, puis le banc des témoins maintenant vide, puis la table de la défense où Derek avait autrefois siégé avec tant d'assurance. Son visage était un nuage d'orage de pure fureur judiciaire. Elle a abattu son marteau, le son résonnant dans le silence comme un coup de feu. La partie était finie. Échec et mat. Et la victoire était calme, absolue et totalement dévastatrice. Le chaos qui a éclaté après le coup de marteau du juge n'était pas bruyant, mais il était rapide et décisif. Il n'y a pas eu de cris, pas de course-poursuite dramatique. Il n'y avait que la machine froide et efficace de la loi, qui, une fois orientée dans la bonne direction, a commencé à grincer avec une force terrifiante. Compte tenu des preuves extraordinaires et profondément troublantes présentées aujourd'hui, a déclaré la juge Osorn, sa voix dégoulinant de glace alors qu'elle examinait les décombres du dossier du conseil adverse, l'ordonnance de garde temporaire de ce tribunal est immédiatement et définitivement annulée. La garde légale et physique complète et permanente de l'enfant mineur, Lucas Carter, est par la présente accordée à son père, Monsieur Nathan Carter, avec effet immédiat. J'ai senti un souffle quitter mon corps que je ne savais même pas que je retenais depuis 1 an. Une vague de vertige m'a envahi. J'ai tendu la main en arrière sans regarder et j'ai saisi la main de Rachel. Elle a serré fort en retour, une affirmation silencieuse. Nous l'avons fait. Le juge n'avait pas fini. Ses yeux, comme des éclats de granit, ont balayé la salle d'audience. Quant aux preuves de falsification de témoignages, de complot en vue de commettre une fraude, de détournement de fonds et d'entrave à la justice, ce tribunal transmettra la transcription complète, tous les témoignages et toutes les pièces à conviction au bureau du procureur de district pour une enquête pénale immédiate. Elle a regardé directement l'espace vide où Derek et Olivia étaient assis, puis, avec un regard de profonde déception, mon père. Huissier, veuillez escorter M et Madame Matthews dans une salle de rétention. Ils ne doivent pas quitter ce bâtiment tant qu'ils n'auront pas été rejoints par des détectives. 2 officiers en uniforme qui se tenaient impassibles près de la porte se sont dirigés vers eux.
L'illusion de leur pouvoir a disparu. Ils n'étaient qu'un homme et une femme dépouillés de leur richesse et de leur influence. Olivia s'est effondrée, sanglotant hystériquement dans ses mains. Derek était rigide, son visage un masque vide de choc. Il avait cru qu'il était intouchable depuis si longtemps, il ne pouvait tout simplement pas comprendre ce qui se passait. Alors qu'ils étaient emmenés, leur avocat hors de prix, Marcus Thorne, ne les a même pas regardés. Il était déjà en train de ranger sa mallette, le visage sombre. Il savait reconnaître un navire qui coule quand il en voyait un. Le regard du juge s'est alors posé sur mon père. Une plainte formelle et urgente sera également déposée auprès du barreau de l'État concernant la conduite présumée de l'ancien juge William Carter il y a 20 ans, ainsi que son rôle potentiel en tant que complice des crimes discutés aujourd'hui. Mon père n'a pas réagi. Il est resté assis là, une statue sculptée dans le regret, tandis que ma mère pleurait de manière incontrôlable à côté de lui. La vie qu'ils avaient si soigneusement construite, la réputation immaculée qu'ils avaient valorisée au-dessus de leurs propres fils et petits-fils, avait été démolie en moins d'une heure. Je suis sorti de la salle d'audience et dans le couloir de marbre résonnant, me sentant étrangement engourdi. C'était fait. J'avais gagné, mais je n'avais pas l'impression d'une célébration. J'avais l'impression de la fin d'une longue, douloureuse et nécessaire intervention chirurgicale. Victor était là, appuyé contre un mur éloigné, les bras croisés. Il m'a regardé approcher, son visage illisible. Il n'a pas souri, mais alors que j'arrivais à sa hauteur, il s'est détaché du mur et a posé une main lourde sur mon épaule. « Tu l'as fait, Nat » a-t-il dit, sa voix rauque d'une émotion qu'il montrait rarement. « Tu as fait tomber toute la structure pourrie sur leur tête. » « Nous l'avons fait, les jeux corrigés, ma voix rauque. J'ai juste dessiné les plans. Toi et ton équipe avez manié la boule de démolition. » Il a juste hoché la tête, une compréhension partagée passant entre nous qui n'avait pas besoin de plus de mots. Ce soir-là, je suis allé chercher Lucas. Il n'y avait pas de superviseur cette fois, pas de limite de temps. Je suis juste remonté la longue allée soignée jusqu'au manoir stérile de Derek, l'ordonnance du tribunal fraîchement signée serrée dans ma main comme une relique sacrée. Une nounou à l'air terrifiée a ouvert la porte, les yeux grands ouverts. Elle avait dû recevoir la nouvelle. Elle m'a amené Lucas sans dire un mot, une petite valise déjà préparée à ses côtés. Il a couru dans mes bras, enfouissant son visage dans ma poitrine, son petit corps tremblant. « Est-ce qu'on rentre à la maison, papa » a-t-il murmuré dans ma chemise. « Pour de vrai ?»« Oui, mon pote » ai-je dit, ma voix pâteuse alors que je le serrais plus fort. « Nous rentrons à la maison pour de bon. » Quelques jours plus tard, ma mère s'est présentée à mon petit appartement. Elle avait l'air plus petite, plus âgée, diminuée. Ses cheveux impeccables étaient légèrement défaits. Les vêtements coûteux semblaient pendre à son corps. Elle ressemblait à un fantôme hantant les ruines de sa propre vie. Elle n'a pas essayé de trouver des excuses. Elle ne s'est pas excusée. Cela aurait nécessité une responsabilité qu'elle ne possédait pas. Au lieu de cela, elle a essayé de marchander, la seule langue qu'elle ait jamais vraiment comprise. « Ton père, ils vont le ruiner, Nathan » a-t-elle dit, sa voix mince et rauque, dépouillée de son autorité habituelle. « Tu pourrais arrêter ça. Tu pourrais dire au procureur de district que tout était un malentendu, que la vieille femme était confuse. » Je me suis contenté de la regarder. J'ai fouillé mon propre cœur à la recherche d'une étincelle de l'ancienne colère, de l'ancienne douleur, mais il n'y avait rien, seulement une vaste et vide distance. Un malentendu, ai-je répété, ma voix plate et détachée. Vous avez essayé de m'enlever mon fils. Vous vous êtes assis dans une salle d'audience et vous avez publiquement pris le parti de l'homme qui a systématiquement essayé de détruire ma vie. Vous êtes resté là pendant que votre mari, le grand homme de justice, protégeait un criminel dont la négligence a conduit à la mort d'un homme. Dites-moi, maman, quelle partie de tout cela était exactement le malentendu ? Elle a tressailli comme si je l'avais frappée. Des larmes d'apitoiement sur soi, pas de remords, ont jailli dans ses yeux. « C'est ton père » a-t-elle crié, sa dernière défense désespérée. « Et Lucas est mon fils » répondis-je, ma voix dure et inflexible comme la pierre. « Tu as fait ton choix il y a des années. Tu as choisi tes secrets et ton statut au détriment de ta famille. Maintenant, tu dois vivre avec ce choix. Je dois y aller. J'emmène mon fils au parc faire voler un cerf-volant. » Je fermai la porte sur elle doucement mais fermement. Ce n'était pas un acte de colère, c'était un acte d'architecture. Il s'agissait de construire un mur là où il y avait une porte, un mur porteur nécessaire pour protéger la nouvelle vie que j'avais maintenant la chance de construire pour moi et mon fils.
Le passé était un bâtiment condamné rempli de fantômes et de pourritures, et je m'éloignais enfin des décombres pour de bon. Les 2 années qui ont suivi la descente aux enfers au tribunal n'ont pas été consacrées à se réjouir de la victoire ou à nourrir de vieilles rancunes. Elles ont été consacrées au travail calme, difficile et profondément satisfaisant de la reconstruction. Les retombées juridiques pour les autres étaient un bruit lointain qui s'est progressivement estompé. Comme prévu, Derek et Olivia, confrontés à une montagne de preuves irréfutables, ont conclu des accords de plaidoyer pour éviter un long procès public. Derek a écopé d'une lourde peine de prison de 7 à 10 ans pour fraude, détournement de fonds et obstruction à la justice. Olivia, pour son rôle de complice consentante, a écopé de 18 mois dans un établissement à sécurité minimale et de plusieurs années de probation. Sa vie de luxe était terminée. Mon père, William Carter, a fait l'objet d'une enquête accablante du barreau de l'État. Il a été radié du barreau en disgrâce. Les accusations criminelles liées au camouflage vieux de 20 ans étaient difficiles à prouver hors de tout doute raisonnable après tant de temps passé. Mais sa carrière, son héritage, ont été complètement anéantis. Lui et ma mère ont vendu leur grande maison à Buckhead pour une fraction de sa valeur et ont déménagé dans une petite ville anonyme de la péninsule de Floride. Ils ont disparu dans un exil honteux auto-imposé. J'ai reçu des notifications formelles de leurs avocats concernant la vente et la dissolution de leurs actifs, mais je n'ai plus jamais entendu parler d'eux directement. C'était comme s'ils avaient cessé d'exister. Pour moi, la vie a recommencé, brique par brique. La première chose que j'ai faite a été de vendre mon petit appartement solitaire et d'acheter une maison modeste avec une grande cour arrière envahie par la végétation dans un quartier calme et familial. Lucas avait besoin d'herbe pour courir et d'un arbre pour grimper. Il avait besoin de normalité. Il avait besoin d'un foyer, pas seulement d'un endroit pour dormir. Nous avons passé ce premier été à peindre les murs, à planter un petit jardin et à construire une cabane dans le vieil chêne au fond du jardin. Il a commencé une thérapie avec une merveilleuse psychologue pour enfants, le docteur Martinez, qui l'a aidé à trouver les mots pour exprimer la peur et la confusion qu'il avait endurée. Elle lui a appris qu'il était normal d'être en colère, normal d'être triste, et que rien de tout cela n'était de sa faute. Lentement, péniblement, j'ai vu la lumière vive et curieuse revenir dans ses yeux. Son rire facile et pétillant, qui s'était fait si rare pendant cette année sombre, a commencé à remplir les pièces de notre nouvelle maison. C'était le plus beau son du monde. Je ne suis pas retourné à l'architecture d'entreprise. L'expérience m'avait laissé un goût amer permanent dans la bouche. Je ne voulais plus passer ma vie à construire des monuments étincelants à la richesse et à l'ego. Victor, toujours pragmatique, m'a offert un partenariat permanent et très bien rémunéré dans son cabinet. Nous pourrions fusionner, avait-il dit. Carter et Carter Security and Design. Nous serions imparables. J'étais reconnaissant au-delà de ce que les mots pouvaient dire, mais j'ai dû refuser. J'avais besoin de construire quelque chose qui soit entièrement à moi, selon mes propres conditions. Alors, avec un petit prêt commercial et ma réputation rétablie, j'ai créé mon propre cabinet. Je l'ai appelé Carter Foundational Design. Ma mission était simple, presque risiblement idéaliste, créer des espaces qui servent et renforcent les communautés, bibliothèques, écoles, complexes de logements abordables, centres communautaires. C'était le travail que j'avais toujours aimé, le travail que ma famille avait autrefois méprisé comme les petits projets caritatifs de Nathan. Ce n'était pas glamour. Cela ne m'a pas valu de prix tapas accent grave, l'œil ni ne m'a fait figurer dans des magazines sur papier glacé, mais c'était réel. C'était significatif. Mon premier grand projet a été un centre communautaire dans un quartier en difficulté et oublié d'Atlanta. Il devait s'agir d'un lieu pour les programmes parascolaires, la formation professionnelle pour les adultes et, surtout pour moi, les services de soutien et l'hébergement temporaire pour les familles touchées par la violence domestique et émotionnelle. Cela me semblait juste. J'avais l'impression de prendre les décombres et la douleur de ma propre expérience et d'en construire quelque chose de fort, d'utile et de beau. Mon ancien mentor, James Sullivan, qui avait été l'une des rares personnes de mon ancienne vie à me soutenir, est sorti de sa retraite pour aider à la conception. C'est ce que tu as toujours été destiné à faire, Nathan, m'a-t-il dit un après-midi, en regardant les plans étalés sur ma nouvelle table à dessin. Tu as juste eu à démolir ton ancienne vie pour construire celle-ci. Elena Rodriguez, la courageuse conseillère d'orientation scolaire qui avait risqué son emploi pour m'aider, a quitté l'environnement toxique et pécuniaire de cette école privée et est venue à bord pour diriger les programmes pour les jeunes du centre. Elle avait une passion et une empathie transformatrices. Et Rachel, eh bien, Rachel était toujours là. Notre amitié,
forgé dans les tranchées de notre guerre contre Derek, s'est lentement et naturellement épanoui en quelque chose de plus. Ce n'était pas une romance dramatique, digne d'un film. C'était plus calme, plus fort. C'était elle qui se présentait avec des pizzas les soirs où j'étais trop fatigué pour cuisiner. C'était moi qui réparais le robinet qui fuyait dans son évier. C'était nous deux assis sur mon porche arrière après que Lucas se soit endormi, à parler pendant des heures de tout et de rien. Elle l'a aidé à faire ses devoirs de codage, lui apprenant à construire des jeux vidéo simples et amusants. Elle est devenue un élément essentiel de nos vies, une source de chaleur, de stabilité et d'esprit vif. Un soir, nous étions assis sur ce porche à écouter les cigales bourdonner dans la douce nuit de Géorgie. Tu sais, dit-elle doucement, la tête posée sur mon épaule, il y a un an, tu étais une personne différente. Tu étais sur tes gardes, comme si tu attendais toujours le prochain coup. Et maintenant, admis-je. Tu ne le es plus, dit-elle. Tu as l'air en paix. J'ai beaucoup de raisons d'être reconnaissante, dis-je, en la regardant dans la douce lumière du porche, et la plupart d'entre elles sont juste ici. Elle sourit, un vrai sourire sans retenue qui me serra le cœur de la meilleure des manières. Et dans ce moment calme et parfait, cela me sembla juste. Je me penchai et l'embrassai. Ce n'était pas un baiser de passion désespérée, mais de gratitude tranquille, de deux personnes qui avaient vu le pire dans le monde et avaient choisi de construire quelque chose de beau ensemble. Quoi qu'il en soit, elle est devenue ma partenaire dans tous les sens du terme. Nous avons créé notre propre petite famille, une famille choisie. Victor et sa femme sont devenus nos invités réguliers du dîner du dimanche. Ses enfants et Lucas étaient aussi proches que des frères. James, Elena et son mari, même Catherine Williams, la courageuse secrétaire qui avait dit la vérité. Ils faisaient tous partie de notre cercle. Nous étions une étrange collection éclectique de personnes liées non pas par le sang, mais par l'expérience commune de s'être dressées contre un tyran et d'avoir gagné. Un samedi après-midi, j'étais sur le chantier de construction du centre communautaire. L'énorme charpente en bois était en place, et le bâtiment commençait enfin à prendre forme, à ressembler au rêve que j'avais eu sur papier. Lucas était avec moi, portant un petit casque jaune et regardant les plans avec une expression sérieuse et concentrée. « Tu construis ça pour les gens qui ont besoin d'aide, n'est-ce pas, papa ?» demanda-t-il en traçant un doigt sur les lignes de la garderie. « C'est vrai, mon pote. Un endroit sûr. » Il leva les yeux des plans vers le squelette en acier du bâtiment, puis de nouveau vers moi, les yeux remplis d'une sagesse qui dépassait son âge. « C'est une bonne fondation, dit-il, reprenant les mots que je lui avais enseignés il y a si longtemps sur un tas de Lego éparpillés. Je m'agenouillai et le pris dans mes bras, la gorge serrée par une émotion accablante. Il avait raison. C'était une bonne fondation. Et cette fois, je savais de tout mon être qu'elle était construite pour durer. 10 ans. Toute une décennie s'est écoulée, non pas en un clin d'œil, mais en une série de moments profondément chéris. La vie n'était plus une bataille juridique dramatique. C'était calme. C'était bon. C'était le rythme beau et banal d'une vie bien vécue. C'était des pièces de théâtre à l'école où Lucas oubliait ses répliques, des matchs de ligue mineure où il frappait réellement la balle et des vacances en famille à la côte où nous ne faisions que construire des châteaux de sable et attraper des coups de soleil. Carter Foundational Design a prospéré. Nous avons construit des bibliothèques dans des villes rurales, des cliniques dans des quartiers urbains mal desservis et un réseau de petites maisons d'accueil magnifiquement conçues pour les familles fuyant la violence. Ma philosophie de conception, qui intégrait les principes de sécurité et de sûreté psychologique à la beauté et à la fonctionnalité, a commencé à être remarquée. Je n'avais pas cherché la reconnaissance, mais elle m'a trouvé de toute façon, dans la gratitude tranquille des communautés que nous servions. Rachel et moi nous sommes mariés lors d'une simple cérémonie dans notre jardin, juste à côté de la solide cabane dans les arbres que Lucas et moi avions construite. Lucas, maintenant un adolescent dégingandé plus grand que moi, se tenait à mes côtés en tant que garçon d'honneur. Victor a prononcé un toast à la fois bourru, hilarant et profondément émouvant, m'embarrassant et me faisant pleurer à parts égales. Notre famille choisie était là, un témoignage du fait que la famille est quelque chose que l'on construit, pas seulement quelque chose dans lequel on est. Le moment le plus fier de ma vie, cependant, est venu lors d'une journée de printemps ensoleillée et venteuse au MIT. Lucas, maintenant un jeune homme grand et sûr de lui avec mes yeux et le sourire vif et intelligent de Rachel, obtenait son diplôme en tant que major de sa promotion en architecture. J'étais assis dans le public entre Rachel et Victor, mon cœur avait l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. Lorsque Lucas a pris la parole, il a parlé avec une passion et une clarté qui m'ont coupé le souffle.
Il a parlé du pouvoir de l'architecture, non seulement pour abriter les corps, mais aussi pour guérir les esprits et façonner les avenirs. Et à la fin de son discours, il a regardé la mer de visage, et ses yeux ont trouvé les miens. Mon père m'a appris la leçon la plus importante sur l'architecture, dit-il, sa voix claire et forte résonnant dans tout le terrain. Il m'a appris qu'avant de pouvoir construire quoi que ce soit qui dure, il faut comprendre sa fondation. Il faut savoir ce qui est pourri et ce qui est vrai. Et il m'a appris que les fondations les plus solides ne sont pas faites de béton et d'acier, mais d'intégrité, de vérité et du courage de protéger les personnes que l'on aime. Il n'est pas seulement mon père. Il est mon héros. Des larmes coulaient sur mon visage. Je n'ai même pas essayé de les essuyer. C'étaient des larmes de joie pure et sans mélange, emportant les derniers vestiges de l'ancienne douleur. Tous les combats, toutes les peurs, toutes les pertes. Tout avait mené à cela, à cet incroyable jeune homme prêt à sortir et à construire un monde meilleur. Cet hiver-là, notre maison était remplie de lumière et de rire. C'était la veille de Noël. Le contraste avec cette nuit horrible il y a tant d'années était si frappant, c'était presque une présence physique dans la pièce. Le sapin dans notre salon n'était pas une pièce maîtresse de décorateur. Il était légèrement bancal, joyeusement recouvert d'un mélange chaotique d'ornements faits à la main de l'enfance de Lucas et de lumière scintillante. L'air sentait la cannelle, la dinde rôtie et le contentement. Autour de notre table à manger se trouvait notre vraie famille, moi, Rachel et Lucas, Victor, sa femme et leurs enfants, qui étaient maintenant des adolescents turbulents, James Sullivan, plus gris, mais toujours vif comme l'éclair, Elena et son mari. Toute une table remplie de gens liés par la loyauté, le respect et l'amour. En regardant les visages souriants, mon fils riant à l'une des terribles blagues de Victor, la main de ma femme reposant chaleureusement sur la mienne, j'ai repensé à ce sentiment froid et creux que j'avais eu en sortant de la maison de mes parents pour la dernière fois. J'avais pensé à ce moment-là que je perdais ma famille. J'avais tellement tort. Je quittais juste un bâtiment qui avait été condamné depuis des années, une structure dont la fondation était pourrie jusqu'à la moelle. Ceci ici, c'était la maison. Je l'avais conçue moi-même, avec un peu d'aide de mes amis. Et c'était la meilleure chose que j'ai jamais construite.